Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre notre réunion de ce jour avec à l'ordre du jour deux communications politiques et puis l'examen, une communication de Jean-Pierre Pons sur les actes en matière de filiation. Et avant cela, je voulais vous faire un petit point sur la COSAC qui s'est déroulée la semaine passée à Stockholm, et je voulais aussi donner la parole à Brigitte Klinkert juste après pour faire un point sur l'AFPA qui s'est déroulée avant-hier à Strasbourg au Parlement européen. Puis après, je vous quitterai assez rapidement parce que je me rends à la commission d'enquête ingérence étrangère dont je suis membre, et Marietta, en tant que vice-présidente, assurera la suite de la réunion. Donc, en ce qui concerne la COSAC, donc je suis allé la semaine passée avec Henri Alfandari, notre collègue du groupe Horizon, et Pierre-Henri Dumont du groupe Les Républicains. C'est une COSAC assez dense puisque nous approchons de la fin de la présidence suédoise. Nous avons eu plusieurs séances de débats avec deux débats qui ont été peut-être plus marquants que d'autres. Le premier sur la guerre en Ukraine, évidemment, où l'ensemble des États membres et des délégations présentes ont réitéré un soutien extrêmement large à l'Ukraine face à l'agression de la Fédération de Russie. Et depuis le début de cette guerre, notre stratégie est extrêmement claire, et je crois qu'elle a été partagée par l'ensemble des membres qui étaient présents, en tout cas la quasi-totalité des membres qui étaient présents à Stockholm, de soutenir l'Ukraine dans sa contre-offensive et de l'accompagner jusqu'à la victoire et jusqu'à la paix. Et la présidente de la Commission des Affaires européennes de la Rada, qui s'appelle Madame Klimpusch, était également présente. Et donc elle a engagé les collègues députés et présidents de commission qui étaient présents à ne pas s'habituer, à ne pas être fatigués par ce conflit qui dure et qui va encore durer. Et je peux vous dire qu'elle a trouvé à Stockholm des parlementaires venus des quatre coins de l'Europe extrêmement déterminés à aller jusqu'au bout de leur soutien à l'Ukraine et à maintenir une pression forte sur la Fédération de Russie par des sanctions. Il y avait eu notamment une volonté hongroise de retirer le mot de sanction du rapport final, et nous avons fait le choix de le maintenir. Il y a également eu un message assez fort qui a été envoyé aux institutions européennes sur les menaces sécuritaires qui pèsent de manière permanente dans la région de la mer Noire, et une affirmation de solidarité avec la Moldavie, qui accueillera, vous le savez, la communauté politique européenne la semaine prochaine, donc la CPE, pour la deuxième édition après la réunion initiale qui avait été entamée à Prague à l'automne dernier. Et puis je voulais aussi souligner que dans le texte final de la COSAC, nous avons fait adopter un amendement qui condamne la déportation d'enfants ukrainiens par la Fédération de Russie. Et ça a été symboliquement repris par la présidence suédoise, puisque vous savez que nous avions fait adopter cet avis politique, ou cette PPRE plutôt, c'est une PPRE, ici en Commission des Affaires européennes il y a quelques semaines de cela. Le deuxième débat important de cette réunion a évidemment été sur la transition écologique, avec là aussi une unité des parlementaires présents face à la nécessité de poursuivre l'action résolue des Européens sur le sujet. Et à la suite de la présidence française, qui avait été très active sur le sujet il y a maintenant un an, la présidence suédoise a permis l'adoption par l'Union des négociations du paquet Fit for 55, et plusieurs textes importants ont été adoptés, vous le savez, notamment sur le mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières, qui a été cité dans nos débats comme un instrument indispensable pour préserver la compétitivité de nos entreprises, mais aussi pour inciter les pays tiers à adopter des normes environnementales et climatiques plus ambitieuses. L'ensemble des délégations présentes s'est aussi félicité de l'avancée des négociations sur ces textes. Il reste évidemment des points de divergence sur la place des énergies bas carbone, sur la place du nucléaire, sur la place du gaz. Le débat n'est pas épuisé, et chaque délégation a évidemment pu défendre sa position. Moi, j'ai souhaité le faire au nom de la délégation française, réaffirmer la place prépondérante que doit occuper le nucléaire dans
le mix énergétique et dans la décarbonation de notre continent. Et donc la déclaration finale, la contribution de la COSAC, tout en restant ferme sur les objectifs de décarbonation, reconnaît une flexibilité à chacun en prévoyant expressément le respect du mix énergétique de chaque État membre. Au global, le message envoyé est très clair. Les parlementaires nationaux se tiennent aux côtés des institutions européennes pour parvenir aux objectifs climatiques qui sont les nôtres et qui sont les plus élevés au monde, rappelons-le encore une fois. Donc voilà pour les 2 points qui me semblaient les plus importants de vous rapporter. Je voulais vous dire aussi que la prochaine COSAC se tiendra à Madrid au début du mois de juillet, puisque comme vous le savez, c'est la présidence espagnole qui va bientôt prendre la suite de la présidence suédoise, avec un programme extrêmement condensé, puisque des élections générales en Espagne se tiendront à la fin de l'année 2023, et donc la dernière conférence interparlementaire de la présidence espagnole se tiendra au mois de septembre 2023. Vous voyez que c'est quand même un agenda extrêmement resserré. Il en sera exactement de même pour la Belgique, au début de l'année 2024, qui aura des élections législatives fédérales en juin de cette même année. Et donc vous remarquerez que, comme a pu le faire la France au moment de sa présidence, les États qui nous succèdent et qui assurent la présidence du Conseil font face à leurs obligations européennes et que, évidemment, tout en prenant compte de leurs échéances nationales, eh bien, assurent, je le disais, leurs obligations européennes. Et la France avait pu être critiquée pour ce choix. Je crois que ça n'a pas empêché la France de mener à bien sa présidence. Et vous voyez que d'autres pays européens, en période électorale, les Espagnols socialistes, les Belges en partie libéraux dans une coalition, eh bien, eux aussi font le choix de maintenir d'assurer leur présidence en période électorale. Donc voilà, chers collègues, ce que je voulais vous rapporter de l'ambiance de cette COSAC de Stockholm, en attendant celle de Madrid dans quelques semaines. Et puis je vous cède la parole en passant peut-être la parole à Brigitte Klinkert, qui souhaitait aussi faire à la suite de l'AFPA de lundi un petit point. Merci beaucoup. Merci, Président. Si je peux faire juste une petite transition avec la COSAC, je me posais la question de savoir si on ne devrait pas, si on ne pourrait pas, pour sensibiliser plus nos collègues députés sur les sujets européens, diffuser plus largement les contributions de la COSAC à notre Assemblée. Je crois que ça pourrait peut-être être utile. Merci. Oui, je souhaitais, et merci Monsieur le Président de me permettre de le faire très rapidement, faire un petit retour sur la session plénière de l'Assemblée parlementaire franco-allemande qui s'est tenue lundi dernier à Strasbourg dans l'hémicycle du Parlement européen sous la présidence de la présidente du Bundestag et de la présidente de l'Assemblée nationale. D'avis unanime, c'était une très bonne réunion. Tout le monde a pu faire le constat que voilà, les députés membres de la PFA commencent à bien se connaître et les interventions deviennent de plus en plus spontanées. Elles pourront encore devenir plus spontanées à l'avenir, mais en tout cas, il y a beaucoup plus d'interactions qu'il n'y en avait jusqu'à présent. Nous sommes heureux aussi que cette session ait pu se tenir à Strasbourg, ce qui nous permet aussi de renforcer le rôle de Strasbourg comme siège du Parlement européen et capitale européenne. L'occasion pour nous aussi de rappeler que des groupes de travail planchent depuis le mois de janvier sur l'avenir de l'Europe, sur la souveraineté énergétique. Et sous peu, un 3e groupe de travail va se réunir sur la transposition des directives européennes dans nos droits allemands et français. Nous avons adopté des délibérations et résolutions importantes. Tout d'abord, une délibération qui nous a permis d'instituer un groupe de travail Affaires étrangères et défense. Et ensuite, une résolution pour renforcer l'apprentissage de la langue du partenaire qui a été adoptée, je tiens à le souligner, à l'unanimité et que nous souhaitons à présent soumettre à l'Assemblée nationale. Je voudrais également dire, parce que c'est important, que ce sont des sujets que la France a mis sur la table. Ensuite, nous avions une audition des ministres Bruno Le Maire et Habeck, donc ministre en charge de l'économie,
malheureusement que par visio. Nous avons demandé qu'à l'avenir, les ministres se déplacent pour nos sessions plénières de la PFA. De nombreuses convergences sur, par exemple, le renforcement de la souveraineté industrielle de l'Europe, sur le financement de la transition écologique, sur la réponse à l'IRA, et aussi peut-être des lignes qui bougent côté allemand sur le nucléaire, puisque M. Habeck, tout en affirmant les positions de l'Allemagne, s'est montré plutôt conciliant face à Bruno Le Maire qui était très clair sur le sujet. Enfin, nous avons terminé par un débat très libre sur les Balkans occidentaux, qui était également un sujet que nous avions proposé. Là, on peut dire que les Allemands, tous les Allemands, sauf l'AfD, souhaitent une accélération du processus d'adhésion et en même temps un travail sur la réforme institutionnelle de l'Union européenne. Prochaine session, en principe le 4 décembre prochain à Bonn, avec audition en physique des ministres de l'éducation français et allemand, notamment sur la question de la langue du partenaire. Merci beaucoup pour ce compte-rendu qui me semble-t-il important de faire aussi dans notre commission, tant la question franco-allemande est aussi centrale dans les questions européennes. Donc merci pour cela. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? J'ai vu Sabine Tillet. Merci, Monsieur le Président. Oui, une petite question par rapport à la COSAC. Je crois qu'une des points, des priorités de la présidence suédoise, c'était quand même les valeurs démocratiques et l'état de droit. Donc, évidemment, j'ai fait le lien avec le groupe de travail de la dernière législature que les présidences suivantes ne souhaitaient pas reconduire, donc la République tchèque et même la Suède. Dans quelle mesure cette thématique a été abordée? Quelles conclusions? Et est-ce que peut-être pour le futur, il y a encore quelque chose à espérer? Parce que l'objectif, ça a été aussi de dire, est-ce que, puisqu'il n'y a pas une définition véritable dans les traités, comment peut-on, au sein de la COSAC, au sein des 27 États membres, des parlements nationaux, mieux définir nos valeurs et les questions de l'état de droit? Merci. Merci beaucoup. Marietta Caramanli. Oui, Monsieur le Président, très rapidement. D'abord, je pense que les sujets d'un sommet ou d'une rencontre à d'autres, il y a beaucoup d'enjeux qui restent encore des enjeux actuels. Je pense à la défense, je pense à la fiscalité, à la transformation écologique de l'Union européenne. Et sur le fond, ces sujets ont néanmoins fait l'objet, comme vous venez de le dire, de début de réponse, certes un petit peu dans un ordre un peu dispersé, mais avec quelques points concrets. Et je pense plus particulièrement en matière de défense et de diplomatie, aux sanctions qui ont été prononcées contre la Fédération de Russie, à l'aide militaire, au nouveau calendrier aussi de négociation d'adhésion des États du Balkan, et puis au projet de communauté politique européenne. Mais il faut, je pense, poursuivre en étant plus explicite, me semble-t-il, et insister là-dessus. Je pense par exemple au choix fait en matière de défense, et je rejoins un petit peu les travaux de l'AFPA également, au choix par exemple fait en matière de défense par l'Allemagne et notre pays. Il faut à un moment donné qu'on puisse aussi en discuter dans nos parlements, dans nos commissions, et parce que chaque fois qu'on amène ce sujet-là, c'est pas clair, ça reste, c'est pas explicite, voilà, on l'aborde pas sur le fond. Or, ça engage vraiment l'Union européenne derrière. Et donc, quelle convergence? Comment finalement on pense ces questions entre les deux pays déjà, mais comment on les pense aussi au sein de l'Union européenne? Je pense que ce serait intéressant de pouvoir aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut qu'on y aille. On est des parlementaires et il faut qu'on insiste pour qu'il y ait des choses plus clairement, explicitement données et dites. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Frédéric Petit. Oui, merci Monsieur le Président. Je n'avais pas prévu de prendre la parole. Je voudrais réagir sur ce que les quelques interventions qui viennent d'avoir lieu. J'étais moi-même à la session de la PFA et je confirme que c'était une session qui était plus solide, la plus solide certainement que celle que j'ai connue depuis le début, et vous savez que je suis là depuis le début.
Et je voudrais répondre à ce qui vient d'être dit sur cette notion de clarté dans les débats qui nous différencie parfois. Et je vais prendre 2 exemples. Un exemple qui a été pris déjà par Brigitte Klinkert avant moi, c'est j'ai senti des vrais pas dans la clarté du côté du ministre Habeck sur la capacité à être différent dans un mix énergétique, mais à être solidaire quand même. Ça a été très clair, hein, ça a été exprimé. Voilà, c'est plus un gros mot, quoi, voilà. Et dans le même ordre d'idées, je crois que il y a quelque chose qui est un peu du même ordre d'idées dans le fait que et qui montre que on peut faire un travail qui donne l'impression que ça avance pas, que c'est flou, mais je vous rappelle quand même une décision très importante, formelle de cette APFA, c'est d'avoir mis en place officiellement le groupe de travail de la PFA sur la défense et la diplomatie, je ne sais plus comment on l'a intitulé, mais alors que c'était dans la précédente, ça avait été un point d'accrochage. Et donc ça a été un point d'accrochage, on a discuté, on a posé les désaccords sur la table, et ça a été voté à l'unanimité de la PFA. Nous créons un groupe de travail sur ce sujet au sein de la PFA. Donc voilà, ça va pas vite, ça avance, ça va pas vite, mais ça avance. Et je suis très attentif à ce que vient de dire ma voisine sur la notion de clarté quand on exprime des divergences. Je crois que c'est important parce que quand on exprime clairement les divergences, vous savez que je suis aussi un médiateur et que ça fait partie des outils importants. Quand on exprime bien les divergences en les posant sur la table, c'est le premier pas. Et là, on a vu que des choses ont avancé de manière très très concrète et très significative. Merci beaucoup. Je redonnerai peut-être la parole à Brigitte Klinkert juste d'un mot après, mais je vais quand même répondre à la question de Sabine Tillier, parce que je sais que c'est un mécanisme sur l'état de droit et un groupe de travail permanent que vous aviez porté, notamment sous présidence française, et que moi j'ai souhaité défendre aussi par la suite quand j'ai pris votre suite. On l'a porté avec le président Rapin, qui est le président de la Commission des Affaires européennes au Sénat au moment de la présidence tchèque, et on a été battu sur ce sujet, puisque la Troïka, Parlement européen, suédois, tchèque, n'en a pas voulu. On a insisté, puisqu'on est même allé jusqu'au vote, ce qui est, comme vous le savez, assez rare en COSAC. Et pour obtenir gain de cause, il faut les 2 tiers, et ce qui n'a pas été le cas. Donc les Suédois n'en voulaient pas, les Tchèques plutôt n'en voulaient pas, les Suédois n'en voulaient pas, et le Parlement européen n'en voulait pas. Maintenant, sur la suite à donner, moi je suis plutôt d'avis qu'on poursuive le combat. Les Espagnols, eux, sont plus allants sur le sujet. Donc il faudra qu'on se coordonne avec le président Rapin et voir comment éventuellement on peut revenir à la charge avec ce que vous avez institué, c'est-à-dire ce groupe de travail, qui paraissait être une bonne chose, et puis l'envoi des conclusions aux institutions européennes. Mais sur ces 2 points, il y avait une majorité en opposition de manière assez claire au sein de la COSAC. Voilà. Je peux me permettre, mais c'est quand même dans les priorités suédoises, comment ils l'ont explicité, parce que si on met valeurs démocratiques et état de droit comme priorité, et ensuite, il y a... Ouais. Il n'y a pas eu d'explication claire. C'était un nom de principe à l'instauration d'un mécanisme permanent tel que ça avait été pensé. Ok, voilà. Merci. Juste 2 mots, Frédéric Petit a déjà dit beaucoup. Premier élément, le groupe de travail politique étrangère et défense mis en place par l'Assemblée parlementaire franco-allemande ce lundi n'a pas été mis en place à l'unanimité, mais voilà, mais à la majorité, ce qui est déjà bien. C'est sur les langues qu'on a eu l'unanimité. Mais voilà, mais il a été mis en place. Ceci étant une grande avancée, parce que c'est vrai qu'au mois de novembre dernier, et Sabine est bien placée pour en parler, on ne pouvait pas, il était inenvisageable qu'un tel groupe de travail soit institué pour les Allemands. Et ce sont eux qui sont revenus vers nous sur le sujet, il faut le savoir. Nous, on a mis un certain nombre d'éléments qui étaient aussi inenvisageables il y a 6 mois, comme le développement commun de la base industrielle et technologique de défense au niveau européen. Mais si on arrive à avancer comme ça, c'est grâce à des discussions effectivement très franches entre nous et qui donnent des bases très claires qui nous permettent d'aller plus loin. Et deuxième élément, vous savez certainement que les 2
commissions défense, Assemblée nationale et du Bundestag, doivent se réunir le mois prochain, au mois de juin. Alors, je ne sais plus si c'est en visio ou si c'est à Paris, mais voilà, ça aussi, c'est nouveau. Nos 2 commissions défense travaillent ensemble. Voilà, et pardon, il y a un déplacement franco-allemand qui est prévu à Évreux avec Sébastien Lecornu le 2 ou le 1er juin. Merci beaucoup. Je vous propose que nous passions tout de suite à notre point suivant à l'ordre du jour. Donc c'est la communication de Mesdames Félicie Gérard et Daniel Obono sur la proposition de règlement et un projet d'avis politique sur la restauration de la nature. Et j'invite aussi par la même occasion Marietta Caramanli à bien vouloir venir me remplacer pour assurer cette présidence. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne réunion. Je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Daniel Obono et moi-même avons choisi de travailler sur la proposition de règlement relative à la restauration de la nature. Ce texte présenté par la Commission européenne il y a 1 an maintenant est en cours de négociation au Conseil et au Parlement européen qui devraient chacun adopter leur position au début de l'été. Le constat de perte de biodiversité est alarmant au niveau mondial, mais aussi dans l'Union européenne. 81% des habitats naturels d'intérêt communautaire sont dans un mauvais état, tandis que 39% d'espèces d'oiseaux communs sont dans une situation de conservation défavorable en 2020. Malgré des efforts importants, la stratégie européenne pour la biodiversité à l'horizon 2020 n'a pas atteint son objectif principal d'enrayer la dynamique de perte des services écosystémiques. Je veux souligner ici qu'en manquant nos objectifs collectifs en matière environnementale, nous empêchons la nature de rendre ses services à la société. Nous entamons ainsi notre capacité à lutter contre le réchauffement climatique. Restaurer la biodiversité doit en effet permettre de renforcer la résilience des écosystèmes naturels au changement climatique en améliorant leur fonctionnement naturel et leur capacité à stocker le carbone. Les enjeux sont particulièrement élevés et une évolution significative a eu lieu au niveau mondial. La COP15 à Montréal en décembre 2022 a en effet abouti à un accord historique avec 23 objectifs à atteindre d'ici 2030 pour la conservation et la protection de notre patrimoine naturel. La loi européenne sur la restauration de la nature sera donc essentielle pour permettre aux États membres de l'Union européenne d'atteindre l'objectif de restauration auquel ils se sont engagés. Le projet de la Commission est donc clair et ambitieux. Il ne s'agit plus seulement d'enrayer la perte de biodiversité, mais d'aller plus loin en restaurant les écosystèmes dégradés. Chaque État membre sera libre de déterminer les écosystèmes à restaurer et de choisir les mesures adéquates à mettre en œuvre. Ces mesures devront néanmoins couvrir au moins 20% des zones terrestres et marines de l'Union d'ici à 2030 et concerner tous les écosystèmes qui devront être restaurés d'ici à 2050. Les États devront consigner les mesures et les zones choisies dans un plan national de restauration élaboré en lien avec les services de la Commission européenne et susceptible de révision. L'avis politique que nous vous présentons vise en premier lieu à soutenir cette proposition de règlement. Peu de voix s'élèvent aujourd'hui pour aller à l'encontre d'une protection croissante de la biodiversité, mais la question fondamentale de ce texte est de savoir où placer le curseur. Il nous faut tout à la fois adopter un texte ambitieux défendant les objectifs fixés par la COP15, mais également s'assurer de limiter les externalités négatives pour nos économies et d'éviter de faire peser tout risque sur la sécurité alimentaire. Face à cet arbitrage, nous avons naturellement rencontré plusieurs associations d'agriculteurs qui sont au contact permanent de la nature. Le message qui nous est remonté est extrêmement clair. Les agriculteurs ne sont pas opposés au changement et peuvent accepter une nouvelle régulation sur la façon de produire afin d'évoluer vers une agriculture durable. Néanmoins, face à l'accumulation de textes et d'obligations qui s'imposent à eux, ils doivent aujourd'hui être des éleveurs, des techniciens, des directeurs de ressources humaines et des chefs d'entreprise.
Pour tenir compte de l'ensemble de ces enjeux, nous avons donc trouvé un point d'équilibre dans l'avis politique que nous vous soumettons aujourd'hui. Ne pas affaiblir le dispositif envisagé dans la proposition de règlement, mais prévoir un accompagnement suffisant pour nos agriculteurs et nos pêcheurs qui sont également concernés. Cet accompagnement doit s'organiser à la fois au niveau européen et au niveau national, avec le soutien humain, technique, mais aussi financier. Pour atteindre nos objectifs en matière de biodiversité, nous devons avoir tout le monde à bord, en particulier les agriculteurs et les pêcheurs, au contact direct de la nature. Ce lien de confiance est essentiel, car ce sont eux qui connaissent particulièrement les enjeux liés à la préservation de leur écosystème et les mesures à mettre en place pour les protéger. Par conséquent, il est donc de notre devoir de les accompagner et la question du financement des mesures de restauration de la biodiversité devra être l'enjeu majeur des négociations à Bruxelles. La Commission n'a à l'heure actuelle prévu aucun financement spécifiquement dédié à ce texte. Le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 consacre déjà 7,5% du budget européen à la biodiversité à partir de 2024, puis 10% à partir de 2026, pour un montant total d'environ 100 milliards d'euros. Ce budget doit évidemment être mobilisé de même que le budget dédié à la politique agricole commune. En rehaussant les obligations de protection de la biodiversité par le texte que nous étudions, nous devons toutefois proposer un accompagnement supplémentaire à nos agriculteurs et à nos pêcheurs. C'est ce que nous portons dans notre avis politique. Quelques États, parmi lesquels la France et l'Espagne, défendent au Conseil de l'Union européenne la question du financement dédié, malgré le contexte de stress budgétaire intense. Notre avis politique soutient cette démarche et considère qu'il s'agit là d'un point d'équilibre entre la nécessaire édiction de normes pour la protection de la biodiversité et le soutien à nos agriculteurs et à nos pêcheurs. Et je vais laisser la suite à ma collègue. Merci beaucoup. Je partage l'avis présenté par la collègue Félicie Girard en soutien à cette proposition de règlement européen sur la restauration de la nature. Nous avons conduit une quinzaine d'auditions de tout type d'acteurs, ministères français, ONG, associations d'agriculteurs, institutions européennes. La très grande majorité s'est accordée sur l'importance majeure de ce texte. Notre écosystème global est en état d'urgence écologique. Les bouleversements climatiques, conséquence de trop nombreuses émissions de gaz à effet de serre provoquées par les activités humaines, ont atteint un niveau tel qu'ils menacent la survie des espèces dont la nôtre. La dégradation de la qualité des sols et leur artificialisation, ainsi que la pollution par les pesticides et les rejets industriels, participent de la disparition d'habitats naturels tout en fragilisant l'agriculture. Ces phénomènes provoquent une régression massive de la biodiversité et une 6e extinction des espèces à un rythme jamais constaté depuis la disparition des dinosaures. 1 million d'espèces animales et végétales, soit 1 sur 8, sont menacées d'extinction à court terme. Nous devons prendre ce problème à bras-le-corps. La proposition de résolution européenne va, de ce point de vue, dans le bon sens. Ces objectifs sont ambitieux mais nécessaires. Pour les atteindre, il faut y mettre les moyens financiers, comme l'a expliqué la collègue Gérard, et humains également. C'est un point essentiel de notre avis. L'aide indispensable à apporter aux agriculteurs, paysans, pêcheurs, pour leur permettre d'être partie prenante de ce changement. Ils en sont les principaux acteurs. Ce soutien doit se déployer de manière à ce que l'accent ne soit pas mis uniquement sur les grandes structures agricoles intensives au détriment des petites exploitations. C'est un des grands défauts de la PAC, dont une partie du financement dépend du nombre d'hectares exploités, favorisant de fait les grands propriétaires et ne permettant pas de soutenir suffisamment le modèle pourtant très vertueux de la paysannerie. Et on retrouve ce modèle qui est devenu presque une exception en Europe, dans les pays de la Méditerranée, alors qu'il a quasi disparu au nord de l'Europe. Ça nous a été indiqué lors de nos auditions. Nous plaidons donc en faveur d'une aide à la fois nationale et européenne qui ne cible pas exclusivement les grandes exploitations intensives et qui, toutefois, doit les accompagner vers un modèle durable. Nous souhaitons un dispositif de soutien, notamment envers les petites structures orientées vers l'agriculture biologique, le circuit court, le pastoralisme et la pêche artisanale. Cette aide devrait être fondée sur les actifs, c'est-à-dire celles et ceux qui produisent, et ne doit pas seulement dépendre du nombre d'hectares. Il nous semble important également de répondre à une inquiétude entendue lors des auditions.
La restauration de la nature ne va pas à l'encontre de l'objectif de sécurité alimentaire. Les deux objectifs vont de pair. Pour ne citer que 2 exemples. Si nous parvenons à inverser le déclin des populations de pollinisateurs d'ici à 2050, nous faciliterons la reproduction des végétaux, favorisant de ce fait les récoltes. De même, interdire la pêche dans certains espaces permet aux espèces de se reproduire plus largement et de grandir. Les pêcheurs l'ont bien compris puisqu'ils s'interdisent eux-mêmes certaines techniques et demandent de renforcer la législation à ce sujet. C'est pourquoi nous soutenons les objectifs de cette proposition de règlement et demandons à les rehausser. Nous appelons à ce que la couverture par des mesures de restauration à 20% des zones de l'Union d'ici à 2030 s'applique séparément des zones terrestres et aux zones terrestres et aux zones maritimes, sans compensation possible de l'un vers l'autre, car nous souhaitons défendre une position ambitieuse à la hauteur de la crise actuelle des écosystèmes et du climat. Cet avis politique attire toutefois l'attention sur un point particulier, l'équité entre États. L'effort de protection et de restauration de la nature doit être partagé entre tous les États membres de l'Union européenne et il doit être collectif pour être efficace. Il n'est pas question que certains États remplissent leurs obligations tandis que d'autres limitent leurs efforts. Nous avons par exemple une inquiétude liée aux critères de définition des zones en mauvais état de conservation. Plus les zones dégradées sont étendues sur le territoire national, plus l'effort de restauration de l'État membre sera important. Or, les méthodologies et données utilisées par la Commission dans son analyse d'impact ont conduit à une surévaluation de l'effort à fournir par la France pour restaurer sur ses surfaces agricoles et forestières par rapport à d'autres États. 3 exemples. La Commission estime que les besoins de restauration des écosystèmes terrestres, côtiers et d'eau douce représentent entre 13,4% et 17% de la superficie nationale de la France, contre 1,5% et 2,4% en Allemagne. Un tel écart est difficilement compréhensible. Concernant les prairies, le rapportage Natura 2000, repris dans l'étude d'impact du règlement, indique que 43% des prairies de l'Union en état dégradé sont situées en France. Ce résultat, qui pose également question, demandera un effort de restauration disproportionné par rapport aux autres États membres. Enfin, il n'est pas encore définitivement établi si les régions dites ultrapériphériques, les outre-mer, seront incluses dans le périmètre des obligations du règlement. Si c'était le cas, la France serait le seul pays concerné, alors même que ces écosystèmes des régions d'outre-mer sont très différents de ceux de l'Hexagone et du continent européen et nécessitent un effort de recherche approfondi car leur état est en grande partie inconnu. Notre avis présente aussi des éléments techniques relatifs au choix des indicateurs et au rythme du rapportage à la Commission. Je ne vais pas m'y attarder, vous en trouverez les détails dans le texte, car j'aimerais terminer mon propos en vous indiquant la raison pour laquelle nous avons choisi de présenter cet avis commun et vous proposons de l'adopter. Le texte de règlement est en effet encore loin de faire l'unanimité au niveau européen. Au Conseil de l'Union, seul un noyau de pays soutient l'adoption du texte ambitieux. La France en fait partie, ainsi que l'Espagne, l'Allemagne, la Slovaquie et le Luxembourg. Les autres États sont encore inquiets de devoir remplir un certain nombre d'obligations jugées trop importantes et cherchent de ce fait des moyens de vider de sa substance contraignante la proposition. Au Parlement, le parti de droite PPE recherche une majorité de compromis pour rejeter le règlement. Nous sommes donc dans une dynamique de négociation inédite dans laquelle la proposition initiale de la Commission apparaît encore trop contraignante à certaines parties, alors même que tout le monde s'accorde sur le niveau de la crise de biodiversité qui nous menace chaque jour un peu plus. L'adoption de cet avis permettra donc de donner du poids à la position tenue par la France et de la part de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale française dans le sprint final des négociations au sein de chacune des institutions. Nous appelons collectivement, et appelons, chers collègues, collectivement, à ce que l'Union européenne soit à la hauteur du défi civilisationnel que représente la restauration de la nature et que nous soyons en capacité de remplir les engagements internationaux que nous venons de souscrire lors de la COP15. Je vous remercie de votre attention et, si je peux me permettre, au nom de ma collègue, remercier également l'administrateur Marcelo qui nous a accompagnés dans ce travail et a fait preuve d'une grande disponibilité. Merci. Merci, chers collègues. D'abord, du travail que vous avez réalisé
sur un sujet très important pour lequel il est essentiel pour l'Europe, mais comme vous l'avez rappelé aussi, la France a adopté effectivement cette stratégie nationale de biodiversité 2030 en décembre dernier et qui montre bien qu'on est parmi les pays les plus actifs pour la protection des écosystèmes. Et dans votre avis politique qui nous a été proposé, vous envisagez donc de maintenir le cap pour la protection de la biodiversité, d'aller plus loin, tout en accompagnant nos agriculteurs et nos pêcheurs vers une transition. Alors, nous le saluons, en tout cas. Je vous remercie et je voulais tout de suite passer la parole aux différents orateurs qui souhaitent prendre la parole au niveau des groupes, puis aussi l'ensemble des collègues qui souhaitent s'exprimer sur ce travail qui a été réalisé. Merci encore pour ce que vous avez fait. Alors, je passe la parole d'abord à Pascal Boyer. Et puis, il y a Yaël Ménage ensuite. Merci Madame la Présidente, Mesdames les députés, chers collègues. Le 19 décembre dernier, à Montréal, le cadre mondial pour la biodiversité a défini au terme de la COP 15 un cap clair fixant des objectifs précis et quantifiés pour assurer une relation pérenne de nos sociétés avec la nature. Car le constat de l'effondrement de la biodiversité est sans appel. 1 million d'espèces sont menacées d'extinction, 75% de la surface terrestre est altérée de manière significative et 85% des zones humides ont disparu. Pourtant, des écosystèmes sains et fonctionnels sont indispensables pour atténuer les effets du changement climatique et garantir la résilience de nos espèces. Face à ce constat, la France, par la voix notamment du président de la République, a affirmé à maintes reprises sa volonté de prendre des engagements forts, tant au niveau national qu'européen, afin de préserver notre biodiversité et assurer un avenir durable pour les générations à venir. Car cette bataille pour le climat que nous menons aujourd'hui est de manière indissociable une bataille pour la biodiversité. L'adoption effective au niveau européen des textes qui composent le pacte vert, encore en cours, est l'illustration du volontarisme des instances et des membres de l'Union européenne pour parvenir à cet objectif. La proposition de règlement dont il est question aujourd'hui, au travers de cet avis politique, témoigne également de cet engagement et représente une opportunité majeure pour agir concrètement en faveur de la préservation de nos écosystèmes. En outre, la vie politique de nos deux co-référentes de notre commission trace des perspectives pertinentes afin de conjuguer restauration de la nature et préservation de notre monde agricole. Ainsi, au nom du groupe Renaissance, nous soutenons résolument cet avis politique et saluons à travers lui le volontarisme européen pour éviter l'effondrement des écosystèmes et atténuer les conséquences les plus néfastes du changement climatique et de la perte de biodiversité. Et je tiens à saluer le travail qui a été effectué par nos deux co-référentes pour cette présentation. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Je passe la parole à Yaël Ménage pour le Rassemblement national. Merci, Madame la Présidente. Mesdames les rapporteurs, chers collègues, dans un contexte de mondialisation et de libre-échange dérégulé que nous avons toujours dénoncé au Rassemblement national, nos industries et agriculteurs doivent faire face à une concurrence déloyale qui provoque leur ruine. Les différences de salaire, de protection sociale, de normes sanitaires et souvent l'absence de normes écologiques dans des pays avec lesquels nous avions des accords commerciaux les affaiblissent toujours plus. S'il est souhaitable de protéger, voire même de restaurer la nature, il faut le faire dans le cadre d'une politique générale cohérente, incluant tous les aspects sociaux, économiques, commerciaux et territoriaux. C'est cette prise de conscience que nous saluons qui conduit l'Europe à demander l'application de mesures miroirs, ou encore hier, le gouvernement français et le gouvernement belge a demandé l'arrêt des réglementations européennes comme le programme de restauration de la nature. Finalement, vous reconnaissez implicitement la nécessité d'un protectionnisme pour notre économie. C'est aussi la raison pour laquelle la Commission Agriculture du Parlement européen, événement inédit depuis des années, a soutenu hier, à une large majorité, des amendements de rejet concernant cette proposition législative. Cette large coalition incluant des députés Renaissance et RN a conduit à un vote qui doit interpeller la Commission européenne, qui a fait la sourde oreille à l'ensemble de nos préoccupations, selon les mots mêmes du rapporteur de la Commission Agriculture. En effet, certains objectifs de ce projet sont hors sol et nous les dénonçons comme tels. Nous présentons donc des amendements en ce sens et attendons donc que la majorité ici présente les soutienne
en cohérence avec ses collègues du Parlement européen. L'objectif de libérer 25 000 km de rivières de toute barrière artificielle mérite d'être reformulé car il menace nos moulins et autres bâtiments historiques qui font partie de notre patrimoine culturel et paysager. L'objectif de planter 3 milliards d'arbres supplémentaires se heurte au fait que la gestion des forêts est une prérogative des États membres et non de l'Union européenne. En outre, ce projet prévoit la restauration de 10% de la surface des terres agricoles de l'Union. Cet objectif menace directement les impératifs de sécurité alimentaire français et européens et inquiète le gouvernement, comme nous l'a affirmé ce matin Monsieur le ministre Olivier Becht en commission des Affaires étrangères, qui a déclaré suivre de très près ce sujet. Mes chers collègues, nous devons protéger, voire même restaurer notre environnement, notre patrimoine naturel quand il a été dégradé, pollué et altéré. Mais ces objectifs louables doivent s'inscrire dans une politique générale qui ne doit pas nuire à la France et partir des réalités françaises d'abord, car l'appauvrissement général provoqué par un projet irréaliste et inadapté nous priverait des moyens, des vrais moyens, qui nous permettent de protéger notre pays. Si nos amendements n'étaient pas adoptés, nous ne voyons pas comment nous pourrions soutenir cette résolution. Merci. Et je passe la parole à Vincent Settlinger pour les Républicains. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, donc tout d'abord, merci chers collègues pour l'exposé très intéressant que vous venez de faire. Au nom du groupe Les Républicains, nous soutenons cet avis politique, puisqu'il faut bien évidemment nous battre pour la défense de nos écosystèmes et des habitats naturels. Il faut cependant être extrêmement vigilant parce que je sais à titre personnel, puisque le président de la République a annoncé il y a quelques jours l'implantation d'une gigafactory de panneaux photovoltaïques dans ma circonscription, ce qui est une excellente nouvelle évidemment pour l'emploi. Mais dans le cadre de différentes discussions pour l'implantation de ce projet, les porteurs de projets n'ont eu de cesse de nous rappeler quand même qu'ils n'ont pas forcément les mêmes contraintes au niveau européen que dans les autres zones mondiales, notamment en Chine, en Amérique du Sud. Et donc voilà, il faut quand même toujours être vigilant parce qu'on évolue dans un environnement évidemment international, globalisé. Et donc il ne faudrait pas que des contraintes trop administratives et trop techniques viennent entraver malheureusement l'implantation de nouvelles usines sur notre continent. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole pour les groupes? Sinon, je peux passer la parole à Stéphane Buchou qui a souhaité... Merci Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Je tenais moi aussi à vous remercier pour le travail effectué par rapport à ce que vous venez de nous présenter. Parmi les 7 objectifs proposés par ce règlement figure la restauration des habitats marins tels que les prairies sous-marines ou les sédiments. Il s'agit là d'un enjeu majeur, d'autant plus que les prairies sous-marines jouent un rôle fondamental dans les vitesses d'écoulement, ce qui augmente la sédimentation et limite l'érosion côtière. Dans nos territoires ultramarins, particulièrement touchés par ce phénomène de l'érosion côtière, ce rôle est principalement joué par les récifs coralliens. Au total, sur l'ensemble des Outre-mer, les surfaces récifo-lagunaires couvrent 55 000 km², ce qui place la France parmi les pays membres de l'Union européenne ayant le plus de récifs. Aussi, je voulais savoir si vous pouvez nous dire si la protection et la restauration des récifs coralliens et des écosystèmes associés a fait l'objet d'une réflexion à part entière, notamment par la voix de la France. Je vous remercie. Autre demande de parole? Tout à fait, allez-y. C'est parti. Non, deux petites autres questions très rapides. Dans la présentation que vous nous avez faite, et en particulier à l'alinéa 23, il est prévu un accompagnement suffisant pour les agriculteurs et les pêcheurs, accompagnement financier, technique et humain. J'aurais aimé que vous puissiez nous en dire un peu plus. Il se trouve que moi j'ai 4 ports de pêche dans ma circonscription et l'activité pêche est particulièrement en ce moment dans une forme de bouleversement. Donc j'aimerais savoir ce que vous entendez par ce qu'il est entendu par pardon Jean-Pierre, excusez-nous, ce qu'il est entendu par accompagnement suffisant. Et puis également à l'alinéa 26, il est question aussi d'un financement européen complémentaire pour atteindre les objectifs de restauration de la nature. Là aussi, si vous pouvez
rentrer un peu plus dans le détail et nous expliciter ces éléments. Je vous remercie beaucoup. Alors, je passe la parole à nos rapporteurs pour pouvoir répondre à ces questions et remarques. Sur la vie politique, je ne vais pas revenir dessus. Nous vous avons donné notre avis. Je vais répondre à ma collègue Ménage qui parlait du vote de la commission Agri hier. Cette commission Agri est saisie pour avis, mais la commission saisie sur le fond, c'est bien la commission environnement. C'est pour avis. Clairement, les trois éléments sur lesquels sont toujours revenus dans toutes les auditions que nous avons faites, c'est le calendrier, les indicateurs qui doivent être justes pour chaque pays. Ça, vraiment, c'est la grosse alerte. Et évidemment, ce qu'on a dit dans notre avis politique, c'est l'accompagnement qui doit être à la hauteur de ce qu'on demande à nos agriculteurs et à nos pêcheurs. Merci. D'abord, sur également les votes des commissions au Parlement européen, c'est des éléments dont il faut tenir compte, bien entendu, des alertes. Et je pense que les débats ont mis en avant des points que nous avons aussi entendus dans nos auditions. Et tous les acteurs et actrices, au niveau français comme européen, ont conscience des alertes qui sont posées et le signal, je pense, pour avis, pas au fond, mais tout de même de la commission Agri, est entendu. Et le travail des négociations et des discussions va porter justement sur comment on équilibre ces alertes, ces exigences. Et c'est ce que nous pointons d'ailleurs dans notre texte que nous soumettons présentement, cette nécessité de maintenir un équilibre et de tenir compte, on a beaucoup insisté là-dessus, des premiers concernés, agriculteurs, agricultrices et pêcheurs, sur ce sujet-là, qui savent, on a auditionné aussi bien la FNSEA que la Confédération paysanne, et en fait, il y avait beaucoup de points communs sur la nécessité de préserver de leur point de vue, leur source de revenus, mais aussi avec la conscience de l'exigence écologique. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut rappeler. Ce sont d'abord elles et eux qui ont conscience de la dégradation de leur territoire, et de leur outil de travail, et qui demandent justement d'être plus accompagnés et d'avoir plus de moyens, en ayant par ailleurs aussi beaucoup de réglementations déjà en cours, et des fois en ayant du mal à pouvoir articuler les exigences un peu contradictoires qu'on leur fait. Et je pense que nous avons exprimé ça, on a essayé de le formuler, mais c'est effectivement un souci dont je crois tout le monde a conscience, et qui doit permettre que les discussions, je pense, au Parlement et dans le trilogue, permettent de faire avancer et peut-être rassurer sur un certain nombre de points, mais surtout apporter des réponses un peu précises. Rappelons aussi que la traduction de ce règlement reposera sur les États, et ce sera aussi au niveau national que nous devrons élaborer des plans qui répondent et qui sont justement au plus près des réalités du contexte français, des problématiques spécifiques. C'est pour ça que nous insistons, nous, dans cet avis, sur la nécessité d'avoir une méthodologie qui est adaptée et qui ne soit pas disproportionnée. Je le redis, c'est des points que nous avons mis en avant parce que, effectivement, il faut que notre pays ait les moyens et que ce ne soit pas des objectifs hors d'atteinte et qui multiplient les difficultés, et au final, nous n'arrivions pas à ce qui est aujourd'hui l'exigence. Sur les écosystèmes coralliens, c'est compris dans les 20% d'aires marines protégées. On a pointé à plusieurs reprises la question des Outre-mer, et je l'indiquais dans la présentation, parce que c'est un peu le sujet sur lequel la réflexion nécessite d'être approfondie, justement, et étant donné du point de vue européen, la spécificité de ces territoires-là et l'énorme travail d'évaluation qu'il faut faire, étant donné que c'est une richesse
en termes de biodiversité au niveau pas simplement français mais mondial, qui est une des plus importantes au monde. Donc ça nous donne aussi une responsabilité de préservation, de restauration. Et donc je pense que c'est un des chantiers qu'il faudra affiner et préciser dans les plans au niveau national. Mais dans tous les cas, c'est compris pour ce qui est des écosystèmes coralliens. Rappeler sur l'accompagnement financier et humain qu'il y a actuellement de prévu 100 milliards d'euros au titre de la biodiversité, plus le budget de la PAC. Mais nous demandons, et ce que demandent beaucoup d'acteurs et d'actrices, plus parce que les budgets de la PAC déjà sont réservés quand même et assez fléchés sur des problématiques propres. Et si on veut être à la hauteur des ambitions, il va falloir dégager quand même des ressources supplémentaires. Et donc après ça, dans les détails, ce sera à la négociation de l'évaluer et les discussions avec aussi bien les chercheurs que les agriculteurs, agricultrices et l'ensemble des acteurs. Mais ça, c'est une constante sur le fait qu'il va falloir trouver les moyens de dégager plus d'éléments financiers. Oui, c'est exactement ça. Sur la question de l'accompagnement, la question de M. Stéphane Buchou, qui demande un accompagnement financier avec un budget dédié. À ce stade, ce n'est pas prévu et c'est vraiment ce que nous demandons. Nous prenons en compte les agriculteurs et les pêcheurs. Et on ne demande pas qu'un accompagnement financier. Il faut vraiment un soutien humain et administratif parce que les agriculteurs ou les pêcheurs qui bossent en leur propre nom ne sont pas forcément structurés pour tout cela. Très bien. Merci à toutes les deux. Je ne sais pas s'il y a donc de nouvelles prises de parole. Allez-y Stéphane. Merci beaucoup Madame la Présidente. Je suis désolé, je voulais, par rapport à ce que vous venez de dire, Madame la co-rapporteure, justement dans votre esprit, ça veut dire quoi un accompagnement? Enfin, où est-ce que vous voyez vous les moyens? Où est-ce que vous avez des pistes plus que de réflexion par rapport à ces moyens financiers, techniques, humains? Est-ce que vous avez fait des propositions précises? Et par ailleurs, vous disiez avoir auditionné les représentants agricoles. Est-ce que vous avez auditionné les représentants professionnels des pêcheurs? Je pense en particulier soit au Comité national des pêches ou à différents comités régionaux. Alors, pour l'instant, on demande des mesures financières nationales et européennes, les deux. Il faudra que les deux aident. On a auditionné essentiellement des associations agricoles. C'est vrai que les pêcheurs, on a eu du mal à y accéder. Donc, voilà. Oui. Non, effectivement, c'est un souci qu'on avait, mais pour le coup, c'est une question de temps pour rendre l'avis dans le timing et pour qu'il ait aussi un effet dans la discussion. On n'a pas pu, mais c'est un sujet qu'on a abordé dès le début, notamment avec les associations environnementales sur la question de la pêche. Et la question de l'aide et l'accompagnement précisément, comme je le disais, il va y avoir une discussion au niveau national pour savoir qu'est-ce que ça signifie et surtout entendre ce que demandent les agriculteurs, pêcheurs, de manière précise. Et je pense que vraiment, c'est la meilleure méthode plutôt que ce soit décidé par en haut, depuis Bruxelles, de savoir. Je pense qu'un des éléments auxquels il faut faire attention, c'est, pour ce qui est des financiers, c'est de faciliter le fait que agriculteurs, pêcheurs et autres aient accès beaucoup plus facilement à l'ensemble des subventions, parce que c'est souvent un élément de difficulté administrative supplémentaire, même des situations où ça correspond en fait, toutes les cases les cases sont cochées pour pouvoir avoir accès à ces subventions, et c'est souvent les problèmes administratifs rencontrés et le surplus de travail que ça signifie qui empêche et rend difficile, retarde souvent très longtemps l'accès aux aides. Et je pense qu'il y a cette dimension-là de facilitation administrative, je pense qu'il faudra étudier. Il y a la question aussi, on va dire, technique scientifique sur en fonction des terrains, justement, de quoi on parle. On a beaucoup évoqué l'exemple des haies et le fait qu'il y avait une mise en œuvre depuis plusieurs années sur cette expérimentation-là, le fait de remettre des haies et que ça avait un effet positif, mais qu'il fallait aussi pouvoir avoir
un dialogue plus fréquent et régulier avec les agriculteurs, avec les scientifiques, etc., pour évaluer dans quelle mesure on pouvait repenser les dispositions par rapport à leurs besoins de production même, et que on pouvait pas juste simplement étendre à l'infini les kilomètres de haies, même si ça participe à la biodiversité. Donc ce genre de détails un peu bouton de veste, en fait, un peu personnalisé. Je pense qu'il faudra que dans les plans nationaux, on y attache de l'importance et qu'il y ait une attention particulière des administrations portée sur les besoins de ce type-là. Oui, et puis on peut juste ajouter qu'on a aussi insisté sur le fait qu'avant d'exiger des choses aux agriculteurs ou de nos pêcheurs, il faut aussi avoir un état des lieux précis. Vous parliez du milieu sous-marin, c'est certainement le milieu qu'on connaît le moins bien, où on a le plus d'inconnus. Donc pour pouvoir exiger des choses, évidemment, il faut avant tout faire un état des lieux et il faut que les indicateurs soient justes pour chaque pays. Vraiment, on insiste là-dessus. Pascale Boyer. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais évoquer le cas de la protection de l'agropastoralisme avec la présence de la prédation, avec la présence des prédateurs sur les territoires, notamment sur les territoires de montagne, ce qui est un très bel exemple pour trouver un équilibre entre la protection de la biodiversité, contrainte par la Convention de Berne et puis la directive Habitat, et en même temps, la protection de l'agropastoralisme qui est lui aussi un protecteur de la biodiversité dans nos territoires de montagne. Est-ce que le sujet a été abordé lors de vos auditions, et si le sujet a été abordé, est-ce que vous avez eu des pistes de réflexion pour justement trouver un renforcement de l'accompagnement des éleveurs de montagne? Merci. Oui, c'est un des sujets qu'on a abordé dans cette salle même en audition, où on a eu une paysanne qui était depuis plusieurs années qui intervenait sur ce sujet, excusez-moi, et qui expliquait que c'était vraiment l'exemple de le maintien d'une activité, la nécessité de préserver une activité qui permet justement la biodiversité, et avec la difficulté que c'était des terrains qui étaient très particuliers, et où, on va dire, au niveau européen, ça pouvait apparaître comme très, très minoritaire et très, très peu intéressant, alors que ça avait une valeur ajoutée, entre guillemets, extrêmement, extrêmement forte. Et donc, on le souligne d'ailleurs dans l'avis, cette attention justement à ce type d'activité. Et ça rejoint aussi le propos de notre collègue sur le maintien des activités économiques. Ça aussi, ça a été beaucoup appuyé. L'idée, c'est pas comme dans les ambitions, par exemple, des aires protégées, de maintenir sous cloche les territoires. Au contraire, c'est de trouver une articulation entre la restauration de terres, de faune, de flore ou d'habitats dégradés, et le maintien et la poursuite en fait d'activités économiques, et y compris sur ce que vous évoquiez sur les installations agro-industrielles, y compris en termes de développement d'énergie renouvelable. Donc l'idée, c'est de le penser justement en bonne intelligence. Mais vraiment, ça a beaucoup été appuyé sur le fait qu'il ne s'agissait pas de mettre sous cloche des espaces et d'en faire disparaître l'activité humaine, l'activité agricole, l'activité économique, mais de repenser justement cette articulation de manière beaucoup plus harmonieuse. Je peux juste ajouter qu'en France, on a de la chance d'avoir des tailles d'exploitation agricole différentes. Le but, ce n'est pas de tuer l'une pour l'autre, et d'accompagner chacun à son niveau. Si on ne veut pas une France qu'avec des agriculteurs industriels, il faut aussi aider les plus fragiles, et inversement, ne pas oublier les plus gros agriculteurs qui doivent aussi être accompagnés chacun à son niveau. Merci beaucoup. Alors peut-être maintenant, après, on peut passer à l'examen de l'avis et des amendements qui ont été déposés. Donc je vais passer la parole pour le premier amendement à la rapporteure, Madame Ménache.
Merci Madame la Présidente. En effet, restaurer 20% des zones maritimes et terrestres séparément et sans compensation possible est irréaliste dans les circonstances actuelles. Elle pèserait beaucoup trop financièrement et sur la production agricole. On peut noter que la Commission, comme je l'ai dit tout à l'heure, Agriculture du Parlement européen, a donné son avis contre ce texte qui n'est pas du tout réaliste et qui mettrait en danger notre agriculture et notre souveraineté alimentaire, chose dont le président de la République lui-même a déjà évoqué. Il faut préserver la souveraineté alimentaire. Donc c'est absolument un sujet contre lequel on va absolument pas être d'accord. Et donc c'est un amendement de bon sens, suppression de l'alinéa 20. Merci. Alors, le texte mentionne dans son article 1er l'objectif de restauration de 20% des zones maritimes et terrestres sans compensation possible. Cet objectif était inclus dans la proposition initiale de la Commission et n'a pas évolué au fil des négociations, la France soutenant notamment ce point-là au Conseil. Cet objectif s'aligne également sur les engagements de l'Union européenne de la COP15. Il n'est donc pas souhaitable de défendre une position différente des engagements internationaux de l'Union soutenus par la France. Je sais qu'on ne partage pas ce point de vue, mais donc l'avis est défavorable. Si je peux me permettre de rajouter, puisque ça revient, on l'a quand même souligné dans l'avis et la communication, sur la sécurité alimentaire, c'est un faux débat, puisque le processus de restauration de la biodiversité permet en fait de multiplier, que ce soit sur la question des pollinisateurs ou sur la question des aires marines, cette biodiversité-là qui va être une source, un aliment, un engrais, pour filer une métaphore agricole, pour le développement de la production. Et donc, au contraire, ça va ensemble. Et en tout cas, c'était aussi un élément très présent dans les auditions des acteurs et des actrices que nous avons rencontrés sur le fait que si on veut articuler toutes les activités humaines avec ce processus de restauration, il faut que les uns alimentent les autres, et donc de manière positive et pas de manière destructive. Donc c'est bien l'objectif qui est posé. Il y a des prises de parole, oui. Frédéric Petit. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne me suis pas exprimé au nom de notre groupe sur la résolution tout à l'heure, donc nous soutenons cette résolution. Sur les amendements, je veux d'abord faire quelque chose qui est commun aux trois amendements, à notre position sur les trois amendements, et après je reviendrai plus précisément sur le premier. D'abord, on est bien au démarrage d'une démarche. On est au démarrage d'une démarche, donc cette résolution, vous l'avez très bien précisé en introduction, c'est une démarche politique, une démarche d'accompagnement, d'un effort qui est fait, mais où il y a énormément de choses qui restent ouvertes. Et donc, je trouve que, on a parlé des plans nationaux, par exemple, qui vont exactement dans le sens qu'on sent, chers collègues, derrière vos amendements, et je crois qu'il est important de bien mettre chacun à sa place, la remarque sur quelle commission fait quoi au Parlement européen, mais aussi quel Parlement fait quoi, et qu'on n'est pas ici, je trouve que ces amendements rentrent trop dans le débat, non pas de la résolution que nous discutons, mais du texte d'origine, et je pense que ce n'est pas à nous de le faire, et je pense qu'on mélange un peu les choses. Alors, ça ne m'empêche pas d'avoir des avis sur le fond de vos trois amendements. Alors, sur ce premier amendement, d'abord, je suis désolé, mais je suis de formation très mathématique. Si c'est réaliste séparément, ça veut dire que c'est réaliste ensemble. Donc, si 20% c'est irréaliste, si 20% c'est irréaliste séparément, ça veut dire que 20% c'est un taux, c'est un pourcentage. Ça veut dire que vous êtes contre 20%. On ne peut pas être contre 20% séparément. Parce que ou alors il faudrait faire tourner votre phrase autrement. Mais ça veut dire que même si on y arrive ça sera 20% dans la mer et ça sera 20% sur Terre. Donc forcément, il y a quelque chose qui est illogique dans la manière dont vous proposez votre amendement. Ou bien on est contre les 20%, ou bien on est pour les séparer pour que ça soit mieux 20%, je vais dire. Donc déjà voilà, ce ne sont pas. On ne met pas de somme, on met des pourcentages. C'est ça qui est peut-être un peu problématique. Et puis également sur cette séparation, je crois qu'elle est bonne parce que on l'a rappelé. Je crois que c'est bien de se poser un objectif terrestre et un objectif marin. On l'a rappelé, les choses sont très différentes. Non seulement, on l'a vu pour la France, parce qu'on a des territoires un peu particuliers, et qui vont appeler d'autres une adaptation locale extrêmement précise et extrêmement pointue, mais également
pour des raisons de fond, pour des raisons de juridiction, c'est-à-dire est-ce que c'est le plateau, est-ce que c'est la profondeur, la mer profonde, etc. Mais également parce que je crois que ce que vous appelez la photographie de départ, enfin, c'est pas comme ça que vous l'appelez, mais c'est comme ça que je l'appelle, c'est-à-dire les indicateurs vont être complètement différents. Et si on permet des passages, on va arriver à un truc qui va faire que, voilà, je bétonne 25 hectares et je dis que j'ai remis des poissons quelque part où c'est invérifiable, donc où on ne connaît pas exactement la position d'origine, la position de départ. Donc je crois vraiment que, je suis opposé à cet amendement. Ça vaut explication globale pour le groupe, j'imagine. Merci, on passe là. Donc on peut passer au vote. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 2. Je vous remercie, Madame la Vice-Présidente. Mesdames les rapporteurs, nous proposons un ajout après l'alinéa 20 de l'alinéa suivant, que je vous cite, souhaite que le projet de planter 3 milliards d'arbres pour 2030 soit retiré, étant donné que l'augmentation naturelle des forêts est près de 9,6 milliards d'arbres en 2030. En effet, planter 3 milliards d'arbres pour 2030 semble incohérent si l'on considère que la forêt européenne s'étend d'1 hectare toutes les 4 secondes et donc augmente d'1,6 milliard d'arbres par an, ce qui nous fait, si on fait le calcul, 9,6 milliards d'arbres jusqu'à 2030 en Europe. À cela s'ajoute le fait que le continent européen, comme vous le savez, est l'un des plus boisés au monde, ce qui rend discutable la pertinence de cet objectif. Et vous parliez avant d'indicateurs justes, donc voilà un indicateur qui ne semble pas tout à fait cohérent. Et de plus, ça a été évoqué par Madame Ménage précédemment, la gestion des forêts est une prérogative des États membres et non de l'Union européenne, et il faut que ça demeure ainsi. Mesdames les rapporteurs. Alors, mon cher collègue, l'objectif de planter 3 milliards d'arbres pour 2030 n'est pas dans la proposition de règlement, mais dans la stratégie de la Commission européenne pour la biodiversité 2030. Il n'y a donc pas de valeur contraignante. L'avis politique se concentre sur la proposition de règlement. L'amendement proposé est donc hors du cadre étudié. Et donc, l'avis est défavorable. Je sais pas si... Oui, Monsieur Le Petit. Oui, juste une remarque aussi tout à l'heure, très rapide. Planter des arbres, c'est pas que la forêt. Donc il faut aussi se rappeler ça, que quand on dit qu'on plante des arbres, d'abord le chiffre n'est pas forcément tout à fait, même avec votre calcul, donc 3 milliards par rapport à 9 milliards, ça apporte quand même quelque chose, hein, c'est quand même 30%. Et puis en plus, il faut se rappeler que planter des arbres, c'est un acte économique, sociétal, qui ne concerne pas uniquement la forêt. Autre prise de parole, on peut passer au vote. Qui est pour l'amendement? Qui est contre l'amendement? Il est rejeté. Un numéro 3, Madame Ménage? Non, Monsieur Berthelot. Merci Madame la Vice-Présidente, Mesdames les rapporteurs. Après l'alinéa 20, nous proposons d'ajouter l'alinéa suivant. Nous souhaitons que le projet de libération de 25 000 km de rivières s'effectue dans un respect de tout le patrimoine historique entourant ces rivières, notamment de tous les moulins. En effet, cette libération des rivières de toute barrière naturelle pourrait remettre en cause notre patrimoine de moulins et d'anciens moulins, dont certains sont classés et protégés, ce qui constituerait un appauvrissement certain de notre patrimoine national et de nos connaissances, appauvrissement qui pourrait avoir un impact aussi sur notre attractivité touristique et donc à terme sur nos finances, d'autant que souvent ce patrimoine ne constitue pas de dommages écologiques. Mesdames les rapporteurs. Alors, la proposition de règlement indique effectivement dans son article 7 un objectif de rétablissement de 25 000 km de cours d'eau à courant libre sur le territoire de l'Union d'ici 2030. Cependant, les États membres doivent faire un inventaire des barrières artificielles existantes et sont libres de déterminer celles devant être supprimées. La France a notamment porté une attention particulière sur le sujet des barrages hydroélectriques. Et le Conseil a d'ailleurs ajouté à cet article la nécessité de prendre en compte l'impact socio-économique des installations. La question des moulins est donc incluse dans cet ajout. Prise de parole, Monsieur Petit. Oui, sur ce sujet, je suis beaucoup plus proche de votre souci, chers collègues, dans ce que vous dites là, sur le fait qu'il ne faut pas que, par souci de libérer les cours d'eau, on crée des espèces d'autoroutes qui ne servent à plus rien. Et puis aussi la retenue, il y a les moulins, par exemple, c'est devenu au fil des siècles des écosystèmes qu'il ne faut pas détruire, etc. Je suis
il y a de la mise sous cloche dans la gestion de l'environnement, chers collègues. On parle des forêts primaires, par exemple. C'est une mise sous cloche. Et l'outil de la mise sous cloche n'est pas non plus à exclure complètement a priori. Donc, c'est des choses qui existent. Par contre, je trouve la manière dont vous l'exprimez est un peu réducteur. Je rejoins tout à fait ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'économique, sur le fait qu'on peut faire du fil de l'eau. D'ailleurs, dans ma circonscription, il y a une mise sous cloche en ce moment en Albanie. On a l'Albanie qui fait beaucoup de fil de l'eau a décidé au bout d'un moment de dire cette rivière, je ne vous dirai pas le nom, je vous épargne le nom qui est imprononçable, mais cette rivière, celle-là, on la met sous cloche. Donc celle-là, on pourrait faire de l'hydraulique au fil de l'eau, mais on ne va pas en faire ici. Ici, on met sous cloche. Donc c'est dans ce. Mais je crois que votre amendement dit comme ça est trop réducteur. C'est pas uniquement des problèmes de bâtiments historiques, c'est des problèmes d'écosystèmes qui existent depuis des siècles, c'est des problèmes d'économie, c'est des problèmes de société. Et donc je crois qu'il faut qu'on confie cette responsabilité à l'application nationale, l'application locale qui est prévue logiquement, et ce texte sera appliqué, ces 25 000 km ne seront pas appliqués de haut en bas et pour créer des choses absolument invivables. C'est déjà dans le texte, et donc je voterai contre cet amendement tel qu'il est exprimé. Nous pouvons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 4, Madame Ménage. Merci Madame la Présidente. Alors oui, en fait, cet amendement demande que la réquisition des 10% des terres agricoles soit abandonnée, parce que ça va à l'encontre du projet du gouvernement français, à savoir la souveraineté nationale alimentaire et la souveraineté nationale de production. D'ailleurs, les parlementaires Renew ont aussi voté contre cet avis. Donc je trouverais assez impensable que mes chers collègues de la minorité présidentielle votent contre. Je ne comprendrais pas, mais pourquoi pas. Ça mettrait, je le dis, je le répète, en péril notre souveraineté alimentaire. La commission Agri a été saisie, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame le rapporteur, pour avis. Ça ne veut pas dire que l'avis ne compte pas. S'il est saisi pour avis, c'est que l'avis est important et qu'il doit être écouté et entendu. Donc je le répète, et d'ailleurs je pense que les agriculteurs ne seront pas d'accord avec ça. Il est important d'arrêter la réquisition des 10% des terres agricoles. Je vous remercie. Alors, je n'ai jamais dit qu'il n'était pas important. J'ai dit juste que la commission était pour avis. Cet objectif de 10% des terres agricoles dédiées à la restauration nature n'est pas inclus dans le texte. Ce point aurait été une ligne rouge pour la France au Conseil et pour de nombreux groupes politiques au Parlement européen. Il y a seulement à l'article 9 un objectif de tendance à la hausse de plusieurs indicateurs, comme les particularités topographiques à haute diversité, par exemple les haies. L'amendement réclame ainsi la suppression d'une disposition qui n'est pas expressément prévue dans le texte. Donc l'avis est défavorable. Oui, Monsieur Petit, pardon. Oui, juste une remarque. Je suis mathématicien. Nous ne sommes pas une minorité présidentielle, nous sommes une majorité relative. Madame la rapporteure. Oui, merci. Pour rajouter et appuyer l'avis défavorable, rappelons qu'il ne s'agit pas, pour notre avis, d'une réécriture du règlement. Donc, encore une fois, il s'agit pour nous de mettre en avant les points sur lesquels nous nous sommes mis d'accord assez facilement d'ailleurs, mais on aurait pu en rajouter d'autres. Moi, j'aurais pu proposer d'en rajouter d'autres ou d'en enlever, mais il nous a semblé important de mettre en avant ceux sur lesquels, quelles que soient nos appréciations politiques, on pensait que la France avait raison de défendre ce point de vue-là au niveau européen. Ensuite, ce qui va se traduire dans le texte, nous n'en sommes pas du tout les artisans aujourd'hui dans le vote de cet avis. Simplement, cet avis donnera un éclairage. Et rappelons encore une fois que ça fait débat au Parlement dans les commissions saisies pour avis, mais ça a traversé tous les groupes, et y compris le groupe Renew. Tous n'ont pas voté pour supprimer cette proposition, mais une partie, et c'est effectivement ça qui a permis que ce soit rejeté pour l'avis. Mais je pense que c'est de la nature même du débat parlementaire que ces positions
puisse évoluer, puisse se confirmer et que ça appelle justement les négociateurs à affiner et à apporter les réponses qui sont demandées et qui sont très justement demandées. Donc c'est des avis dont il sera tenu compte, mais notre propre commission donne un avis particulier sur l'ensemble du texte, dont on espère qu'il sera aussi tenu compte. Et je pense que nous répondons au point que vous soulevez dans votre amendement, mais qu'il n'est pas nécessaire d'inscrire dans notre texte, parce que d'abord, c'est un peu à côté de l'objectif, et puis ça rentre dans des discussions d'amendement du texte qui ne sont pas de notre ressort. Oui, Madame Ménage. Merci Madame la Présidente. J'ai écouté très attentivement, Mesdames les rapporteurs, ce que vous venez de dire. Donc si je résume, ça aurait été une ligne rouge. Donc vous êtes d'accord avec nous. C'est une commission pour avis, donc c'est pas utile de le mettre. Mais finalement, ça veut dire que tout ce qu'il y a dans la commission pour avis, ça n'a aucun intérêt. Donc je vais pas être d'accord avec vous. Et finalement, si je vous écoute bien, ce que j'ai fait, dans le fond, vous êtes d'accord avec nous. Donc ça ne vous empêcherait pas de voter cet amendement sur le principe. Merci. On peut passer peut-être donc au vote, comme ça les expressions seront claires. Qui est pour l'amendement numéro 4 ? Qui est contre ? Donc c'est rejeté. Alors nous venons donc de finir avec l'examen des amendements. Est-ce qu'il y a des explications de vote ? Alors peut-être on peut passer finalement, mettre au voie l'avis politique qui a été présenté. Qui est pour l'avis ? Moi aussi. Qui est contre ? Alors l'avis, donc le projet d'avis a été adopté. Et pour votre information, on peut préciser qu'il sera adressé à la Commission européenne ainsi qu'au Parlement européen et qu'il sera mis donc en ligne sur la base IPEX d'échange entre les parlements nationaux. Donc ça fait partie des dispositifs qui ont été mis en place. Merci beaucoup à toutes mes deux collègues et monsieur l'administrateur. Et puis, je vais inviter Jean-Pierre Pons pour nous présenter finalement un autre travail qui a été réalisé, qui porte sur la compétence, loi applicable, reconnaissance des décisions et acceptation des actes authentiques en matière de filiation, ainsi que création d'un certificat européen de filiation. Communication donc de Jean-Pierre Pons sur la proposition de règlement. Alors, d'après le titre, effectivement, c'est un dossier assez technique. Donc, je donne la parole à Jean-Pierre Pons pour pouvoir présenter la proposition du règlement relatif à ce sujet et également pouvoir nous expliquer ses propositions. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Je suis heureux d'intervenir aujourd'hui devant vous sur un sujet rarement évoqué et pourtant au cœur des avancées de la construction européenne, apportées aux citoyens de l'Union pour garantir la pleine jouissance de leurs droits et faciliter leurs démarches administratives. Je vous présente en effet une proposition de règlement concernant la filiation, proposition publiée par la Commission européenne le 7 décembre dernier dans le domaine de la coopération judiciaire civile. Cette proposition de règlement relative à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance des décisions et à l'acceptation des actes authentiques en matière de filiation, touche à la vie quotidienne des citoyens de l'Union européenne. Elle préconise également la création d'un certificat européen de filiation. Pour simplifier, cette proposition vise à harmoniser, au sein de l'Union européenne, les règles de droit international privé relatives à la filiation afin de permettre, dès lors qu'une filiation a été établie dans un État membre de l'Union, sa reconnaissance automatique dans tous les États membres, sans avoir, pour les citoyens, à effectuer une démarche particulière. Mais pour mieux comprendre la portée et les enjeux de cette proposition de règlement, il est nécessaire de rappeler l'état actuel du droit en la matière. La filiation, lien juridique unissant un enfant à ses parents ou à l'un d'entre eux, relève de la compétence exclusive des États membres, tout comme l'ensemble du droit matériel de la famille. Chaque État membre est ainsi souverain pour définir les règles de fond relatives à la définition de la famille ou à l'établissement de la filiation. À titre d'exemple, en France,
Le mode le plus courant d'établissement de la filiation entre une mère et son enfant s'effectue par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance établi dès l'accouchement. En revanche, l'établissement de la filiation pour le père s'effectue via une présomption de paternité dont bénéficie l'enfant conçu ou né pendant le mariage. Pour régler les conflits éventuels pouvant surgir entre différents ordres juridiques dans des situations transnationales, c'est-à-dire dans les situations où des lois de différents États sont potentiellement applicables, chaque État membre peut déterminer ses propres règles pour définir la loi applicable et la juridiction compétente, ainsi que le mode de reconnaissance des actes juridiques étrangers. Les divergences entre États membres se situent à deux niveaux, sur, d'une part, les règles de fond de la filiation, d'autre part, les règles de droit international privé fixant la loi applicable et les juridictions compétentes. Ces divergences sont aussi susceptibles de créer d'importantes difficultés juridiques pour les citoyens européens dont la filiation a été établie dans un État membre, mais ayant des attaches ou souhaitant s'installer dans un autre État membre. En effet, le droit de l'Union, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, impose d'ores et déjà aux États membres de reconnaître la filiation d'un enfant, tel qu'établi dans un autre État membre, en vertu des acquis que l'enfant tire du droit de l'Union et notamment du droit à la liberté de circulation. Néanmoins, cela n'est pas le cas en ce qui concerne la jouissance des droits prévus par les législations nationales, tout comme les droits de succession ou encore les obligations alimentaires. Examinons l'hypothèse d'un couple de femmes ayant recours à une procréation médicale assistée dans un pays A, mais dont l'une est de nationalité d'un autre État membre, qui ne reconnaît pas son lien de filiation établi dans le pays A. En raison de divergences sur le recours à la PMA pour des couples de même sexe, dans ce cas, la filiation de l'enfant ne sera pas reconnue dans cet État B et cet enfant serait privé de tous les droits découlant de cette filiation. Il ne pourrait, par exemple, pas hériter des biens possédés par sa mère dans ce pays puisqu'il ne serait pas reconnu comme son fils. L'ampleur du problème est évidente. La Commission européenne estime à 1 235 000 le nombre de couples avec enfants en situation transfrontière dans l'Union européenne et estime à 103 000 le nombre de parents mobiles et leurs enfants concernés, ou ayant une forte probabilité de l'être, concernés par des problèmes de non-reconnaissance de leur lien de filiation dans un autre État membre. Ce nombre est amené à augmenter dans le contexte de la mobilité croissante des citoyens de l'Union européenne entre États membres. De surcroît, ces obstacles à la reconnaissance du lien de filiation dans un autre État membre sont davantage susceptibles de toucher les familles homoparentales, en raison des divergences de législation relatives au mariage entre partenaires de même sexe et à l'adoption homoparentale. Mais il faut souligner que les couples hétérosexuels sont également susceptibles de faire face à des difficultés, notamment pour les enfants nés hors mariage, compte tenu des divergences de règles relatives à la présomption de paternité ou au partenariat civil. En conséquence, la présentation de la proposition de règlement s'appuyant sur la compétence de l'Union issue de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour adopter les mesures législatives de coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière a été motivée par deux impératifs. D'une part, la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant, de son droit à l'identité, à la vie privée et familiale et à la non-discrimination. D'autre part, la stratégie de l'Union européenne en faveur de l'égalité de traitement à l'égard des personnes LGBT. Ce règlement, s'il était adopté, permettrait aussi d'améliorer sensiblement la sécurité juridique des citoyens de l'Union européenne et de réduire la charge des procédures judiciaires pour les familles et les États membres. Ces objectifs sont résumés en 2020 par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans son discours sur l'état de l'Union en une formule claire et simple. Si vous êtes parent dans un pays, vous êtes parent dans tous les pays. Toutefois, si le règlement n'a nullement pour objet de procéder à une harmonisation du droit matériel de la famille des États membres, la circulation des décisions de filiation nationale, alors permise par leur reconnaissance automatique entre États membres, conduirait nécessairement à amoindrir la portée
des modèles familiaux nationaux et des restrictions d'ordre public parfois existantes. Ce règlement nécessite ainsi de préserver un équilibre entre, d'une part, le respect de la compétence des États membres et d'autre part, pour les citoyens de l'Union européenne, la liberté de circulation, la recherche d'une sécurité juridique et le respect de leurs droits qui ne sauraient légitimement varier d'un État à l'autre au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice constitué par l'Union européenne. Un point particulier de vigilance me semble devoir être pris en compte. Il s'agit de l'inclusion dans le règlement des filiations issues de la gestation pour autrui, c'est-à-dire la GPA. En l'état actuel du texte, la reconnaissance de la filiation s'établira quelle que soit la manière dont l'enfant a été conçu ou est né. Aucune clause particulière n'est prévue pour exclure les filiations issues de la GPA. Cette inclusion éventuelle de la GPA constitue pour la France et pour d'autres États membres une ligne rouge. Comme vous le savez, la GPA est interdite en France et constitue une infraction pénale. Elle est en effet incompatible avec la conception française de la dignité humaine et de notre modèle de bioéthique, comme le rappellent les articles 16 et 16-7 du Code civil français. Cette interdiction sur le sol français fait également obstacle, pour les GPA réalisés à l'étranger, à toute reconnaissance automatique du lien de filiation entre l'enfant et le parent d'intention. En conséquence, aucune transcription automatique d'un acte de naissance étranger ne peut être accordé aux parents non biologiques, celui-ci étant tenu d'avoir recours à une procédure d'adoption de l'enfant. Cette pratique est conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, telle que jugée par celle-ci dans plusieurs décisions et rappelée dans son avis consultatif du 10 avril 2019. Ainsi, au terme de la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme, l'interdiction de la gestation pour autrui relève de la marge d'appréciation de chaque État. Le droit au respect de la vie privée de l'enfant ne requiert pas que la reconnaissance du lien de filiation entre l'enfant et le parent d'attention, s'établissent par la transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de naissance légalement établi à l'étranger, mais peut s'effectuer sur une autre voie, telle l'adoption. Les services du ministère de la Justice, entendus dans le cadre de cette communication, ont souligné l'importance de préserver cette procédure d'adoption. L'adoption permet de maintenir le contrôle du juge afin de, premièrement, s'assurer de la réalité du lien entre l'enfant et le parent d'attention. Deuxièmement, veiller que l'établissement de ce lien s'effectue bien à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce contrôle permet également de vérifier le non-détournement des règles internationales. En effet, la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale prévoit pour toute adoption le consentement des parents biologiques. Dans le cas d'une GPA, il est primordial de vérifier que la mère porteuse a bien consenti de donner son enfant, contrôle permettant également de prévenir le trafic d'enfants. J'ajouterai 2 arguments supplémentaires militants pour exclure les filiations issues de la GPA de cette proposition de règlement. En premier lieu, la solution d'équilibre que je viens d'exposer consistant à exclure toute transcription automatique des actes d'état civil étrangers a été réaffirmée par le législateur français dans sa loi du bioéthique du 2 août 2021. Il est donc de notre devoir de confirmer la volonté exprimée par notre représentation nationale. En second lieu, cette exclusion apparaît d'autant plus légitime qu'il n'existe aucun consensus au sein de l'Union européenne sur le recours à la gestation pour autrui. Les États membres autorisant explicitement une telle pratique sont extrêmement minoritaires. Ils seraient au nombre de 3. Si la GPA est tolérée, sans cadre légal dans 3 autres membres, elle demeure illégale dans la totalité des autres pays de l'Union. Mes chers collègues, cette communication aujourd'hui intervient à un stade précoce du processus de discussion. Les travaux sur cette proposition de règlement venant seulement de débuter, ils en sont pour le moment au stade des négociations techniques entre représentants des États membres. Cette proposition de règlement est ainsi susceptible d'évoluer considérablement avant d'être soumise au vote du Conseil, vote requérant en outre l'unanimité des États. La France, soutenue par de nombreux États membres, travaille activement pour trouver le meilleur équilibre possible entre la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant et la garantie des droits de toutes les familles à travers l'Union, sans négliger le respect des lignes rouges fixées par le législateur à propos de la GPA.
Je souhaite voir notre commission suivre avec attention l'évolution de cette importante proposition de règlement, un texte source de nombreux progrès pour les citoyens européens, un texte renforçant encore les acquis concrets de l'Europe dans les domaines de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, un texte à l'honneur de la démocratie de l'Union européenne. Je vous remercie de votre attention et je voudrais tout de suite remercier Camille, avec qui j'ai la joie et l'honneur de travailler, qui a porté toute sa compétence pour m'aider dans ce texte pas tout à fait facile. Pas facile, je dirais, aussi très sensible, mais c'est un texte très important, ayant pour objet de reconnaître un petit peu une reconnaissance mutuelle des états des décisions de filiation établies dans l'Union. Et vous l'avez bien rappelé dans votre présentation, plus d'1,3 million presque de couples, effectivement, qui peuvent potentiellement connaître ces difficultés et qui ont des enfants, donc qui peuvent être concernés. Alors, je vais passer la parole peut-être à l'expression donc des groupes. J'ai noté Madame Mélin, Joël, et puis ensuite Monsieur Petit pour les démocrates. Merci, Madame la Présidente. Oui, ce texte est quand même tout à fait extraordinaire, on est bien d'accord. Et de tous les textes européens auxquels j'ai été confrontée durant mon mandat européen, celui-ci est une vraie synthèse, on va se le dire quand même, de galimatia abscons pour s'emparer juridiquement d'une prérogative évidemment nationale. Ce sont 52 articles réfutés par de nombreux États, entre autres le Sénat tchèque, les assemblées italiennes, espagnoles et chez nous le Sénat français qui a émis un avis en subsidiarité très juridiquement documenté. Le commissaire Reynders lui-même a confessé que ce texte était très fragile dans ses arguments. Ça, c'est pour la forme. Sur le fond, c'est un coup de boutoir majeur dans la structure démographique, on va dire, de chaque État. Tout commence d'ailleurs par le titre européen et le terme anglais de parenthood, qui devrait se traduire par parentalité et non par filiation. Ce qui passe d'emblée les désirs de certains parents, désirs légitimes, ce n'est pas le propos, et en l'occurrence d'une minorité, avant les intérêts de l'enfant. Enfant qui, dans un premier temps, est chosifié, puisque, au mieux, il est une personne qui peut se déplacer librement grâce à un certificat de parentalité dans l'UE, mais à ce moment-là, si on veut respecter les fondamentaux européens, pour quel marché ? Au pire, c'est un bien qui peut se rattacher à un marché, et là, nous serions au comble d'une inacceptable. Plus au large, l'Europe prétend, par un règlement, tant qu'à faire, régler des débats de fond éthiques, philosophiques et religieux qui animent et agitent surtout les États depuis 50 ans, sur des points très délicats comme la GPA. C'est in fine la négation même de l'âme de chaque État-nation. Nous sommes là aux antipodes des prérogatives européennes. Et la démarche est d'autant plus perverse que l'unanimité au Conseil n'est pas pour demain, et nous l'espérons jamais. Est-ce le bon moment, alors que l'UE n'a pas su empêcher une guerre à ses portes, la troisième quand même depuis la fondation de l'Union européenne, et que les voyants économiques sont tous au rouge, de porter les stockades avec un sujet sociétal absolument fondamental, je vous le concède, monsieur. Donc bien sûr, nous répondons non, ce n'était pas le moment, ce n'est pas la forme, ce n'est pas le fond. Bien évidemment, nous ne voterons pas cette résolution. Je vous remercie. Enfin, nous donnons un avis, pardonnez-moi. Nous donnons un avis. C'est une information, donc voilà, il n'y a pas de, on n'a pas à se positionner sur ce type de texte. Eh bien, nous le faisons quand même. Merci. Oui, mais ça n'a pas de sens, voilà. Oui, non, mais c'était quand même le moment de dire les choses parce que là, vraiment, nous sommes. Frédéric Petit. Oui, merci. Je fais partie des 1,3 million. Et je ne suis pas trop d'accord avec vous, chers collègues. Je suis là sur quelque chose de précis. Je vois ce texte comme un texte qui, d'abord, m'aurait évité, moi, de faire 3 fois la queue, en plus dans une langue que je ne comprenais pas à l'époque. C'est-à-dire, je crois que le fait, les parentalités dont on a parlé ne font pas partie de ce texte. Je crois qu'il est important qu'il y ait une reconnaissance du droit de la famille qui soit sur la base de la famille, qui n'existe pas aujourd'hui. Je ne vous raconte pas, c'est un sujet de circonscription pour moi. C'est un sujet intime familial, parce que je l'ai vécu, et c'est un sujet de circonscription, parce que j'ai 500 cas, et c'était l'objet de l'attention que je voudrais que nous portions, chers collègues, là-dessus, j'ai 500 cas extrêmement douloureux, de situations de ce genre, et qui n'ont rien à voir avec
avec des sujets de société, c'est des sujets d'état civil extrêmement compliqués et aberrants. Alors, chers collègues, je parle maintenant à tout le monde. Je voudrais nous alerter. Je pense que le problème que nous avons dans le droit familial européen n'est pas uniquement un problème de droit à écrire ou de législation. Je crois que c'est essentiellement un problème d'application du droit. J'en suis persuadé maintenant que je me suis confronté à ce genre de situation depuis 6 ans. Je vous donne un exemple. Bien-être de l'enfant, qui est une idée qui nous paraît évidente à tous, qui est assez évidente d'ailleurs dans des pays difficiles, se traduit en allemand, chers collègues, par Wohlstand. Ce qui n'a rien à voir avec intérêt de l'enfant quand un juge se trouve en face. Intérêt de l'enfant, ce n'est pas bien-être de l'enfant. Voilà. Nous avons un problème d'application du droit familial, beaucoup plus aujourd'hui, et moi, tous les problèmes que j'ai vus que ce texte cherche à régler, auraient été extrêmement mieux réglés si nous avions, et c'est ce que j'essaie de construire, et je pense qu'il faudrait que notre commission s'y intéresse, des contacts de magistrature. C'est compliqué parce qu'à cause de la séparation des pouvoirs, mais je crois que c'est là qu'il faut que nous travaillions sur l'application et la mise en relation d'ovnis administratifs, parfois. Qu'est-ce que le Jugendamt ? Comment on applique un règlement, un jugement que personne ne conteste peut être appliqué à Sarrebruck et à Forbach de manière complètement différente, avec toutes les instrumentalisations parentales qu'il peut y avoir derrière. Donc je crois que le règlement est bien, parce que je pense aussi que ça aurait été plus facile pour moi si, une fois que ma fille était déclarée d'un côté, que j'ai plus à m'en occuper des autres côtés. Ça, je pense que c'est important. Par contre, je crois qu'il y a une notion d'application du droit sur le droit familial en particulier, le droit ça va toucher les notaires, ça va toucher, etc. Mais nous avons un immense champ d'harmonisation. Je pense que cette harmonisation sera beaucoup plus rapide si nous la faisions par des formations communes, par de l'échange de pratiques, que par de la législation qui viendrait par le haut, quel que soit son degré d'adaptation et son degré de finesse. Merci. Monsieur le rapporteur ? Oui, donc il s'agit bien d'une information et d'une communication certes précoce, puisque d'après ceux que nous avons auditionnés, ils ne sont même pas encore au tiers du texte à étudier. Donc je pense qu'on aura le temps et le loisir d'y revenir. Pour moi, le maître mot, c'est l'intérêt supérieur, le bien-être supérieur de l'enfant. Pour moi, on peut, vous le savez, on peut choisir ses amis, on ne choisit pas ses parents. Et donc, c'est important pour moi que les enfants européens aient le même droit. C'est pour ça que je pense que notre commission devra suivre ce texte régulièrement. Je voulais peut-être aussi insister sur le fait que, en tout cas, non seulement compte tenu de la sensibilité du sujet et des réalités différentes, je pense que c'est vraiment un sujet qui va prendre du temps. Et ça a été rappelé effectivement qu'on est vraiment au début de ces discussions. Il y a aussi une procédure spéciale qu'il faut rappeler, qui consiste à l'unanimité des États. Donc ça va rendre encore plus difficile. Et donc c'est pour cette raison-là, on propose que notre rapporteur puisse continuer à travailler sur le sujet et peut-être pouvoir revenir à la rentrée ou à l'automne avec un état selon bien sûr l'opportunité, le calendrier qui peut nous tenir informés de l'évolution de ce chantier, comme d'une certaine manière, et donc par une résolution peut-être européenne ou par un projet d'avis politique selon le jugement. Voilà. Je me tiens à sa disposition pour des témoignages de terrain. Voilà, nous sommes tous à sa disposition. Merci beaucoup. Et puis, pour terminer, chers collègues, juste pour acter 2-3 éléments, 2 nominations donc de rapporteurs d'information portant observation sur des projets de loi. D'abord, sur celui qui est relatif à l'industrie verte, on est saisi de la candidature de Charles Sinzenstulj. Alors, j'ai du mal à le prendre. Charles, que nous aimons, pour le groupe Renaissance. Et puis, sur le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, effectivement, c'est ma candidature qui est proposée à notre commission pour le groupe socialiste.
Si vous êtes d'accord, nous pouvons procéder donc à ces nominations. Notre prochaine réunion aura lieu jeudi 1er juin à 9 h, je rappelle, parce que ça sera une réunion importante et commune entre Commission Affaires européennes et Commission des Affaires économiques. Nous auditionnons Thierry Breton, commissaire européen en charge du marché intérieur sur la souveraineté industrielle européenne, sujet d'actualité et très très important pour nous tous. Merci de votre participation. Je remercie particulièrement les administrations qui ont contribué à ces travaux et bien sûr, nos rapporteurs qui ont travaillé depuis plusieurs mois sur ces sujets. Merci.